C'est bon? Parfait. Là, c'est impeccable. Merci Bruno. Voilà, donc je vais essayer d'être bref. Une première diapositive qui représente l'eau des nappes phréatiques de montagne captées par Israël. Donc, sur le schéma, il faut avant tout donc repérer trois parties. Une partie centrale, c'est les hautes collines de Jordanie, ce qui correspond à la zone de recharge des nappes phréatiques, avec l'indication donc des précipitations, 650 mm. C'est ce qui correspond à la zone centrale, c'est véritablement le château d'eau de la Palestine. C'est là où se trouve l'eau. Ensuite, on se déplace vers l'ouest, et vers l'ouest, on arrive à la plaine littorale qui est la zone de stockage. Donc, c'est là où les Israéliens vont récupérer donc la plupart de l'eau palestinienne. Et enfin, donc, il y a une troisième partie qui va se trouver cette fois à l'est et qui va donc terminer avec le petit trait bleu que vous avez donc à l'est du schéma, donc la bande militaire et qui est donc la vallée du Jourdain. Alors à noter aussi donc les puits, à la fois donc des puits qui fonctionnent du côté israélien parce qu'ils ont été annexés et en même temps donc des puits du côté palestinien qui vont être asséchés et qui vont être vraiment donc en piteux état avec donc l'interdiction de les maintenir en place. Voilà, un deuxième document maintenant. Une deuxième diapositive. Bruno, une deuxième diapositive. Voilà. Voilà. Voilà, merci. Et on arrive cette fois donc les ressources d'eau donc palestiniennes en Cisjordanie. Donc l'offre totale d'eau, elle correspond donc à 600 millions de mètres cubes. Alors si on jette un petit coup d'œil à la demande d'eau, on peut déjà constater une énorme différence. Sur les 600 millions, vous en avez 420 millions qui vont être envoyés en Israël. Vous en avez 150 millions qui vont être envoyés en Cisjordanie et vous en avez donc 60 millions qui vont être envoyés en colonie. Donc, si vous faites le total, on est à 630 millions. Donc, il y a un manque hydrique de 30 millions de mètres cubes. Alors, comment est-ce que donc la consommation est répartie? Elle est répartie à 60%, donc elle est d'origine agricole. Ensuite, donc, le deuxième poste de consommation, c'est un poste de consommation donc domestique, faire la cuisine, se laver, etc. 82% des ressources palestiniennes vont être utilisées par Israël. Et en fait, donc, vu qu'il y a donc une surconsommation, cela va produire donc à la pollution des nappes phréatiques. Une troisième diapositive pour parler cette fois donc de la consommation de l'eau. Alors là, si vous regardez le schéma, il est particulièrement parlant. Les normes d'OMS établissent à 100 litres par jour qui sont nécessaires à une personne de façon à subvenir à ses besoins en eau. En France, on est généreux, on arrive à 282 litres. Si on compare avec la Palestine, c'est vraiment très, très faible. Donc, on est à 72 litres par jour et par personne. C'est 70 litres comparés à ce qu'on a à Israël, 260 litres, ou en Colombe, 280 litres. On est véritablement dans un rapport de 1 à 4 au détriment des consommateurs palestiniens. Donc, une quatrième diapositive qui rappelle cette fois que donc l'eau est au cœur de la stratégie de colonisation. Donc, trois petites citations. Tout l'avenir économique de la Palestine dépend de son approvisionnement en eau pour l'irrigation et pour la production d'électricité. Et l'alimentation en eau doit essentiellement provenir des pentes du mont Hermon, des sources du Jourdain et du fleuve Litanie qui se trouvent au Liban. Alors, ce qui est intéressant, c'est la référence donc au mont Hermon, aux sources du Jourdain et au fleuve Litanie, c'est-à-dire on regarde vers le nord et on regarde vers l'est pour l'approvisionnement en eau d'Israël. Alors, donc, là, c'est une citation du président de l'Organisation sioniste mondiale en 1919. Si on part un 2 siècles après, Israël pourrait être amené à se battre pour son eau. 1965. Et enfin, donc, si on termine donc, au tournant du siècle, Israël conservera les routes qui traversent la Cisjordanie et les ressources de l'aquifère. Donc, Ariel Sharon en 1999. À partir de ces trois citations, on se rend compte déjà donc que l'eau est un besoin essentiel et qu'à côté de ça, Israël ne peut pas faire d'impasse sur la mainmise sur l'eau. Voilà, la diapositive suivante, cette fois, donc, nous parle de l'apartheid. Donc, je rappelle que l'apartheid donc, est une forme à la fois donc, de discrimination et une forme
aussi donc de puissance d'un groupe social, d'un groupe humain sur un autre. Alors pourquoi l'eau est-elle révélatrice d'un nouvel apartheid en Palestine? Pour différentes raisons. Donc si on regarde dans le détail, d'abord Mekorot, la compagnie israélienne, contrôle à 80% l'eau palestinienne. Donc cette eau palestinienne elle-même va être revendue 2 fois plus cher aux consommateurs palestiniens. En moyenne, donc toute catégorie d'utilisation d'eau confondue, un colon israélien va disposer de 7 fois plus d'eau qu'un consommateur palestinien. L'autorité militaire et coloniale qui est à l'œuvre en Cisjordanie va interdit donc la construction de puits, de nouveaux puits, et la réparation et la maintenance des anciens puits. Enfin, donc, Israël interdit aux paysans palestiniens l'accès de l'eau au Jourdain, donc sans eau, comment cultiver. Et enfin, lorsque les Palestiniens vont s'approvisionner en eau, les forces d'occupation vont saisir les citernes et vont laisser les colons qu'ils protègent s'en prendre au réseau d'approvisionnement et d'irrigation. On en a eu un exemple très, très concret avec Beit Dajan. La prochaine diapositive donc, fait référence à la situation à Gaza. La situation à Gaza, tout le monde la connaît et bientôt, on risque d'avoir une situation terrible car Gaza risque d'être sans eau potable. Pourquoi? Parce que d'abord, 95% de l'eau est impropre à la consommation humaine. Ensuite, de nombreuses familles consacrent une part importante de leur budget à acheter de l'eau potable. On considère qu'à peu près un tiers des familles gazaouis sont dans ce cas-là. Vu le manque d'eau et les besoins en eau, donc l'eau saumâtre va provoquer à la fois donc, des maladies, des carences dont vont être victimes les citoyens de Gaza et en particulier les enfants. Enfin, on a affaire à une situation qui est complètement bloquée. Je rappelle que tout matériel qui rentre et qui sort de Gaza, comme toute personne qui rentre et qui sort de Gaza, ça va être donc le fait d'une autorisation, d'un interdit israélien. Or, en ce qui concerne l'eau, des restrictions sont imposées par Israël à l'entrée des matériaux pour agrandir et réparer les installations. On ne peut ni les agrandir, on ne peut pas les réparer, et en plus, si on voulait faire fonctionner donc, ce qui existe en termes d'installation, il faudrait de l'électricité beaucoup plus à hauteur de 2 heures par jour. C'est largement insuffisant. Et enfin, donc, une dernière diapositive, voilà, donc, qui présente cette fois donc, les politiques, la politique d'apartheid de l'eau et ses conséquences à l'heure actuelle et à long terme. La première conséquence importante est l'impossibilité de développer une agriculture palestinienne indépendante. Sans eau, on ne peut pas choisir ce qu'on cultive et on ne peut guère donc augmenter le volume de ce qu'on produit. Une deuxième conséquence, c'est la dépendance actuelle donc à Israël qui utilise l'eau comme un moyen de pression politique. Selon la situation, Israël peut décider de fermer ou d'ouvrir l'eau aux Palestiniens. La troisième conséquence, c'est le développement du chômage et la possibilité de créer de nouveaux emplois. On considère que sur les 20 dernières années, en Cisjordanie, les Palestiniens ont perdu pour différentes raisons, entre autres les problèmes d'accès à l'eau, l'équivalent à peu près donc de 500 000 emplois. Enfin, de façon plus générale, on assiste à un véritable désastre écologique, sanitaire, économique et humain à Gaza et dans la vallée du Jourdain. La photo que vous avez en haut à gauche, donc pour illustrer le propos, c'est une photo qui a été prise en 2014 et il y a encore quelques années, donc le niveau d'eau de la mer Morte s'élevait à hauteur donc, du ponton du plongeoir et entre l'eau et le sommet du plongeoir, vous avez 14 mètres de différence. Enfin, donc, d'un point de vue politique et humain, le développement de la colonisation, le vol de terre, le vol de l'eau, tout cela donc mis ensemble représente une pression donc encore plus lourde sur les Palestiniens. Merci. Merci Patrice pour cet exposé particulièrement clair. Trop bien, la volonté de travailler ensemble qui définit bien les objectifs